la situation de Moïse Katumbi aurait été différente. S'il avait réussi, j'ai presque envie de dire, la victoire stratégique de convaincre Joseph Kabila de le soutenir. Si Moïse Katumbi, qui s'était réconcilié dans le cadre de la réconciliation Katanga avec Joseph Kabila, avait réussi à se réconcilier avec Joseph Kabila, et que dans sa discrétion légendaire, Joseph Kabila avait laissé sa machine politique se mettre au service de Moïse Katumbi. Il en a toujours? Mais bien sûr, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Personne n'a jamais dit que Joseph Kabila n'avait plus assez de cadres pour organiser ne serait-ce qu'à 30, 40, 50% un mariage national. C'est pas possible, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Si Moïse Katumbi avait réussi à récupérer avec l'autorisation même discrète de Joseph Kabila l'appareil politique, dans cet appareil politique, il y a de grands techniciens électoraux qui ont fait 2006, 2011, 2018. Il y a des cadres de terrain qui sont orphelins aujourd'hui. Ça aurait renforcé sa machine politique et ça lui aurait donné de la consistance. S'il avait en plus de cet accord réussi à faire passer le message qu'il ne s'agit pas d'une réédition d'un régime que les Congolais ne sont peut-être pas, et peut-être parce que c'est prématuré, prêts à remettre en scène, on aurait eu un autre schéma. Il n'a pas réussi à le faire. Joseph Kabila est resté dans sa réserve habituelle. Il n'a pas voulu participer au processus électoral. Ça a entamé un tout petit peu la base naturelle et même politique de Moïse Katumbi. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne, on espère que vous passerez un excellent moment de télé. Alors que nous sommes dans la fièvre de l'attente de la publication des résultats définitifs des élections générales du 20 décembre, une question taraude évidemment les esprits avisés. Le plus difficile a-t-il commencé pour Monsieur notre Président? Réélu avec une majorité écrasante, plus de 70%, Félix Tshisekedi, de l'avis de plusieurs observateurs, a maintenant une patate chaude entre ses mains. Faire face d'abord à la bataille intra-union sacrée pour les législatives, affronter les contestations, sans compter la rébellion des Nanga et consorts, mais également ses propres promesses faites lors de la campagne. Le plus difficile a-t-il commencé pour lui? Par quoi faut-il commencer? Qu'est-ce qui est plus urgent que l'autre? Comment faire les choses? Avec quelles réformes? On est heureux. Et vous le constatez sans doute que nous ne sommes pas dans notre
zone de confort. Nous avons fait déplacer nos caméras jusqu'à ma campagne, où nous sommes reçus dans la résidence Kambinga. On est chez Germain Kambinga Katomba. On est content d'être chez vous. Merci pour l'accueil. Bonne année. Merci Jean-Pierre Kayembe pour l'excellence d'abord du travail que vous faites. Nous suivons de loin. Merci. Vous faites exception dans une génération qui a fait le choix de l'affaissement et de l'abaissement du niveau de la communication. Nous vous encourageons à continuer sur cette voie parce que l'excellence n'a pas d'alternative. Merci. Et c'est un plaisir de participer à votre émission. On est content d'être là. Merci pour le temps que vous allez disposer pour nous. Il faut dire qu'on vous a cherché et pendant bien longtemps. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'après avoir fait de 2005 à 2018 beaucoup de médias, nous avions considéré qu'il fallait peut-être laisser la terre en jachère, sans pour autant abandonner notre attention et notre contribution permanente au débat public. Je dirige un mouvement politique qui s'appelle le Centre et les 5 dernières années, nous avons communiqué à travers des conférences de presse sur tous les sujets chauds qui concernaient la marche de la nation. Mais bien évidemment, le personnage politique, le communicant politique Germain Kambinga a été un peu absent dans le day-to-day. Mais aujourd'hui, la situation, elle est différente. Nous sommes dans une période sensible. Le peuple a lancé un message à travers les élections auxquelles nous venons d'assister. On va en parler. Il nous est paru impérieux de reprendre notre bâton de pèlerin pour faire reculer la bêtise et ne pas laisser la désinformation prendre cours sur la vérité qui nous semble celle que nous avons comprise. Faire reculer la bêtise. J'aime bien cette expression. Avant tout, je voudrais vous féliciter pour ce que j'ai vu ici chez vous à la concession Kambinga. Il y a beaucoup de gens qui ne les savent peut-être pas, je ne saurais pas aller en détail, mais c'est merveilleux, c'est impressionnant pour quelqu'un de votre âge. Félicitations. Ah, écoutez, merci. Je crois que ça, c'est dans la périphérie. Ouais. Lorsque vous êtes un acteur politique, lorsque vous êtes un leader d'opinion et que vous émettez des idées, lorsque vous rêvez une certaine façon d'organiser la société, une certaine façon d'organiser votre pays, si vous faites la leçon, il faut prêcher par l'exemple. Ouais. Tout simplement. C'est impressionnant. Sinon, comment allez-vous, Monsieur le Président? Écoutez, nous nous portons excellemment bien. 2024 commence bien. Nous sommes dans un pays qui vient de passer un processus électoral et nous n'avons pas de convulsions politiques majeures, nous n'avons pas de convulsions sociales, nous n'avons qu'un seul combat que nous devons tous mener dans l'union et dans le rassemblement. C'est le retour de notre intégrité territoriale et l'affrontement que nous devons tous assumer face aux ennemis de la République qui sont bien identifiés, ça veut dire le Rwanda et M. Paul Kagame qui est la tête de pont de cette initiative machiavélique. Vous êtes le président du parti politique Le Centre, moins connu que votre regroupement, le regroupement que vous chapeautez, enfin, parti politique Liberté, moins connu que Le Centre qui est votre regroupement. Première question, êtes-vous toujours au centre? Parce qu'on sait que vous avez rallié le président Tshisekedi. Fallait-il changer des dénominations du regroupement? Allez, ça c'est une excellente question qui va peut-être nous permettre d'expliquer aux uns et aux autres c'est quoi le centre. Le centre, ce n'est pas la neutralité. Le centre, nous ne l'avons pas inventé. La philosophie centriste est d'ailleurs la philosophie quasi dominante aujourd'hui dans l'humanité. Le président Macron est un centriste. Le centrisme, si vous voulez, c'est l'idée que les extrêmes ne sont pas la solution et qu'il y a toujours un moyen de rapprocher les points de vue. Et dans le cas spécifique de la République démocratique du Congo, notre rôle en tant que centriste, ce n'est pas d'être au milieu du village, ce n'est pas ça le centrisme, ce n'est pas le centre géographique ou spatial. Évidemment, c'est la conception que d'aucuns se font à la cité, non, pas du que tout. Quand on est du centre, on est ni à gauche, ni à droite. C'est un mouvement qui prône la systématisation de la synthèse. L'idée, c'est de toujours voir entre les extrêmes comment est-ce qu'on trouve le juste milieu pour faire avancer la nation ou l'espace sur lesquels s'exercent des opinions contradictoires. À l'origine, vous avez des mouvements forts dans les extrêmes qui se sont structurés, la gauche, la droite, mais vous avez pu constater qu'au fil du temps, les positions se sont adoucies. Et on est arrivé aujourd'hui à constater que globalement, au-delà des impasses idéologiques, la solution
de la gouvernance se trouve toujours dans la synthèse. C'est pour ça que les gouvernements de droite appliquent de plus en plus des mesures de gauche et les gouvernements de gauche appliquent de plus en plus des mesures de droite. L'un pris dans l'autre, nous nous retrouvons de toute façon toujours dans une gouvernance centriste. Et aujourd'hui, c'est ce que nous pensons être la véritable solution pour le lissage du débat politique en République démocratique du Congo, débat qui est éternellement pollué par les extrêmes du pouvoir, les extrêmes de l'opposition, et nous mettons en permanence notre pays en danger, et ce depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais en intégrant l'union sacrée, il y a la dynamique du groupe qui va s'imposer. Mais cela ne pose pas de problème majeur. Vous savez, il faudrait qu'à un moment donné, mon cher Jean-Pierre Kayembe, que les Congolais assument la réalité du système politique qui est le leur. Chaque nation a un système politique. Et le nôtre, il est consacré par notre Constitution. Okay. Je vais m'expliquer. Il n'est pas possible, à travers les dynamiques consacrées par notre Constitution, qu'il y ait des camps figés. Notre politique ne peut pas fonctionner comme ça, c'est inopérant du fait de notre Constitution. C'est pour ça que vous allez remarquer... Quand vous dites des camps figés, ça veut dire des frontières étanches entre les camps politiques, ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible dans la logique de notre Constitution, qui structure l'organisation institutionnelle et politique de telle sorte que même le président de la République, en fonction, quel qu'il soit, ne peut pas gouverner seul. De sorte que chaque fois que nous avons un président de la République en fonction, il est obligé en permanence d'alimenter et de nourrir des alliances pour qu'il y ait une stabilité institutionnelle. La majorité est impossible par le système électoral et politique que nous avons adopté. La dimension de notre pays, les diversités culturelles de notre pays font par ailleurs en sorte que même lorsque vous êtes un grand leader de l'opposition, comme l'était Étienne Tshisekedi, même lorsque vous avez sa magistrature morale et que vous êtes un personnage quasi totémique, vous avez quand même besoin de vous élargir en permanence. D'ailleurs, il ne faudrait pas l'oublier, lui-même, lorsqu'il décède, il est président du Rassemblement. Ce rassemblement, c'est l'ensemble de l'opposition dans sa diversité, sans différence des parcours des uns et des autres. Et ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous, en 1990, Étienne Tshisekedi et Ngouz Karlibond font une émission à la télé belge. Les archives existent et il explique ce que je suis en train de dire. Il y a une dimension pragmatique dans la politique congolaise. Le consensus, il est permanent. Le mouvement est inévitable. Ce qu'on appelle le dynamisme politique. Mais je vous ai dit que c'est consacré par notre Constitution. Les machines politiques ont une vocation, c'est exister, s'imposer, gagner des élections. Et ce n'est pas possible de le faire en solo. Si celui qui est chef de l'État, qui pourrait se dire « j'ai l'onction populaire, je n'ai plus besoin de qui que ce soit », considère qu'il est dans l'obligation, malgré son équidistance, non, du fait même de son équidistance, de rassembler le plus largement possible pour pouvoir avoir une majorité, pour pouvoir avoir une présence sociologique élargie de l'ensemble des couches de notre population. C'est pourquoi. Vous croyez que le président de la République ne serait pas plus à l'aise s'il pouvait ne gouverner qu'avec l'UDPS ? Vous croyez que Joseph Kabila n'aurait pas été plus à l'aise s'il ne pouvait gouverner qu'avec le PPRD? Mais ils le font pourquoi? Parce que notre système institutionnel l'impose. Si vous voulez que cela s'arrête, je vais vous donner la méthode. Et est-ce que les Congolais vont l'accepter? Allez-y. Premièrement, il faut changer la Constitution. Et dans la Constitution, il faut mettre très clairement le suffrage majoritaire de liste. Ça veut dire... Le PPRD se présente à une élection, s'il recueille plus de 50% des voix, il a 50% des élus. Le président de la République passe et il a une majorité tout de suite, il n'a pas besoin des autres pour gouverner. De l'autre côté, il faudrait changer la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Nos partis politiques fonctionnent mal.
c'est une adaptation traditionnelle, si vous voulez, de nos traditions, je vais dire adaptées aux réalités politiques occidentales. Nous prenons l'appellation parti, mais nous fonctionnons comme des chefs coutumiers. Pourquoi? Vous avez des présidents de parti qui peuvent l'être pendant 30-40 ans. Il n'y a jamais de possibilité de succession, mais qui, de l'autre côté, revendiquent que le président de la République ne puisse pas avoir plus que 2 mandats, puisque la Constitution le dit. Est-ce normal? Les partis politiques ne sont-ils pas finalement les terreaux d'expérimentation de ce que nous aurons comme vision dans la gestion de l'État? Il faut changer cette loi. Si vous voulez avoir des partis comme les Républicains, comme le Parti Socialiste, comme le Parti Républicain, comme le Parti Démocrate, où on peut avoir un Donald Trump qui arrive et qui s'impose par le suffrage populaire dans les primaires, ou on peut avoir un Obama qui arrive et qui s'impose par le suffrage au niveau des primaires, où on peut être Jacques Chirac, ne pas tout à fait être en odeur de sainteté avec Sarkozy, mais ne pas pouvoir empêcher son ascension à la direction de l'UMP, et ensuite pour sa candidature présidentielle. Si vous voulez avoir ce type de parti, il faut changer la loi sur le fonctionnement des partis politiques. On est encore loin, même si on changeait la loi. On est encore loin. Et dire dans cette loi que les mandats au sein des partis politiques au niveau de la présidence sont, par exemple, de 5, 6, 7 ans, renouvelables une fois. Faites cela, et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Ça veut dire que vous, Jean-Pierre Kayembe, vous pourrez vous décider aujourd'hui d'adhérer au centre. Et vous avez une chance, avec certitude, d'en devenir président. D'en devenir président, et je ne pourrai rien y faire. C'est ça les problèmes qu'on a. D'une part, le problème, il est constitutionnel et oriente nos institutions vers des alliances et des mouvements permanents. De l'autre côté, en aval, nous avons la structuration de nos partis politiques qui sont une adaptation traditionnelle aux réalités occidentales démocratiques. Et entre les deux, le souci qu'on a, c'est que nous avons l'hypocrisie de ne pas comprendre le problème de fond, mais de n'en critiquer que les conséquences. Évidemment. Les dynamiques politiques ne répondent qu'à ces deux réalités. Parfois, dans les partis politiques, des gens talentueux avec des ambitions se retrouvent à l'étroit. Résultat, ils créent leur propre machine. Au niveau de l'État, au niveau du fonctionnement de la politique en général et de la logique des camps, l'étanchéité des frontières est en permanence débordée par les besoins d'efficacité institutionnelle et de stabilité. Ça, c'est notre Constitution. Et de l'autre côté, c'est le problème de la loi sur les partis politiques. Si vous voulez vraiment que ça change, si vous voulez que Jean-Pierre Kayembe fasse carrière, militant, responsable de base, et puisse monter et qu'il sente que ses ambitions sont respectées parce que c'est un citoyen libre, intelligent, avec des ambitions, changez cette loi et vous verrez qu'il y aura moins de dynamisme dans les changements d'opinion. Parce que la démocratie, finalement, vous ne pouvez pas l'exiger au niveau national, qui est le niveau holistique, et le contester au niveau micro-structurel, qui est le parti politique. Voilà où se trouve... Au finish, on ne peut pas être surpris de voir quelqu'un se réclamer de gauche le matin, se retrouver le soir au centre ou à droite. Exactement, parce que le problème, il est congénital. Il est congénital et même consubstantiel à notre système politique. C'est comme ça que nous avons accouché de notre processus démocratique dans les années 90. Je vous ai rappelé l'argumentaire du patriarche Etienne Tshisekedi sur le sujet lorsqu'il est sur un plateau avec Ngous Carlibonde, à qui le journaliste fait le reproche de ses allées et venues près de Mobutu et qu'il voudrait opposer cela à la constance de Tshisekedi. Tshisekedi s'explique et explique la sociologie politique congolaise et la nécessité de rassemblement pour l'atteinte des objectifs assignés. Et c'est tout cela qui a structuré l'évolution de notre façon de faire de la politique. Aujourd'hui, Jean-Pierre Kayembe, soit nous l'assumons, nous le systématisons et nous l'acceptons. Si vraiment cela vous paraît répugnant, changez. Et je vous ai donné les deux. Et on va continuer, on va demeurer dans cette hypocrisie. Mais maintenant, vous êtes vous-même chef d'un regroupement, chef d'un parti politique, membre, on va dire, de l'Union Sacrée. Quand vous vous retrouvez autour d'une table, notamment avec Jean-Pierre Bemba, qui a été, votre chef dans le passé, comment vous sentez-vous? Bon, déjà, il faut avouer que ça fait très longtemps
que je n'ai pas vu Jean-Pierre Bemba. Comme vous le savez... Vous le voyez à la télé comme nous. Nous avons passé beaucoup de temps aussi, il faut l'avouer, à l'extérieur du pays. C'est notamment le vice-président du centre qui s'est chargé de la signature de la charte et autres, monsieur l'ancien vice-ministre Yves Kisombe. Mais ceci étant, moi je n'ai aucun problème avec Jean-Pierre Bemba. Vous savez, du point de vue... Excusez-nous de verser dans ça, parce que l'idée c'était vraiment de parler élection, mais comme c'est la première fois qu'on vous reçoit ici, qu'on a pu les arriérer. Il n'y a pas de problème. Ouais. Moi je n'ai aucun problème. Ce n'est pas parce que à un moment donné, vous considérez que votre chambre dans la maison du grand frère est devenue étroite et que vous décidez de construire votre petite case que vous devez considérer avoir un problème avec votre aîné. Jean-Pierre Bemba, sur le plan politique, c'est un père. Les Congolais connaissent Germain Kambinga parce qu'un jour, il a croisé mon chemin. Il m'a fait confiance, il m'a donné une opportunité. Pendant 10 ans, je pense avoir donné le meilleur de moi-même. Et vous l'avez quitté au pire moment de sa vie? On va y arriver. Pendant 10 ans, dès que j'ai fini l'université, jusqu'à ce que j'ai atteint mes 33 ans, je lui ai donné 10 ans de ma vie. Dans la lutte qui était la sienne, dans le combat qui était le sien, dans la structuration du parti politique qui était le sien. J'ai donné le meilleur de moi-même pendant 10 ans. Lorsque je décide de partir, c'est sans haine, c'est sans acrimonie. Je n'ai jamais, et je mets quiconque a des défis, manqué de respect à Jean-Pierre Bemba, manqué de respect au mouvement de libération du Congo et régner ce passé merveilleux que j'ai eu au sein de ces partis. J'ai décidé de faire mon chemin, non pas au pire moment. N'oubliez pas que moi je quitte le MLC, c'est 2014, c'est presque 2015. Il sort une année et demie après quelque chose. Donc les moments les plus difficiles, nous l'avons assumé. Quand les gens partaient 2008, 2009, 2010, c'est qui était au front, qui défendait la force et l'existence du parti? C'est Germain Kambinga, votre humble serviteur. Mais lorsque j'ai décidé que j'avais assez donné et que je voulais me consacrer à ma propre carrière, dans la liberté, pour exprimer librement mes opinions et construire ma propre destinée, je ne l'ai pas fait contre Jean-Pierre Bemba, je l'ai fait pour moi et pour mes propres convictions. Et vous ne le regrettez pas? Vous savez, non, mais je ne peux pas le regretter. Moi, j'ai un passé politique dont je suis tout à fait fier. J'ai eu des expériences politiques dont beaucoup de gens rêveraient, et ça m'offre une expérience au-delà de l'expertise qui fait que je suis peut-être jeune, mais je connais l'État plus que jamais. Je connais le Congo profond, dans ses problèmes, dans sa sociologie, et lorsque je propose une solution, c'est fort de cette expérience. Je ne peux pas regretter d'avoir été ministre de la République, d'avoir, grâce au président Kabila, une fois été son représentant dans une conférence ou réunion des chefs d'État de la SADC, où il y avait présidé par Mugabe, Jacob Zuma, et il y avait le drapeau du Congo, et qui était assis, c'est votre humble serviteur. Ce sont des expériences inoubliables, qui grandissent un homme, qui structurent un homme. Donc moi, je ne peux pas regretter. Je dis simplement, pour vous rassurer, que je n'ai aucun problème avec le président Jean-Pierre Bemba. Je le dis, sur le plan politique, c'est un père. Sur le plan de la société, c'est un grand frère. Le jour où nous aurons l'occasion de nous voir, ça ne se passera pas mal parce qu'il n'y a aucun problème. Vous m'avez déjà vu. Vous savez, je vais vous faire rire. C'est très simple, c'est une question d'éducation en réalité. Ça ne sert à rien de trop argumenter. Moi, j'étais ministre de la République. Au même titre que Modeste Bahati, au même titre que Kinke Mulumba, au même titre que Lambert Mende et beaucoup d'autres. Nous assistions tous au Conseil des ministres. Ils sont vivants. Allez leur demander. Comment je les appelais? Je les appelais papa. Tous collègues qu'ils étaient. Mais c'est une question d'éducation. Vous savez, nous, quand on grandissait, les travailleurs à la maison, mon père nous obligeait à les appeler tonton et tantine. Le respect. Je suis quelqu'un de bien éduqué. Je vous le dis, ils sont vivants. Modeste Bahati est vivant. Lambert Mende est vivant. Kinke Mulumba est vivant. Raymond Chibanda est vivant. Vous pouvez leur poser la question. Mbosso Nkodia, il est vivant. C'est une question d'éducation. Je ne suis pas un homme d'insulte. Je ne suis pas un homme de l'irrespect.
Je suis un homme qui pense... Vous n'êtes pas un extrémiste. Voilà. Et Kabila, alors, vous avez gardé des contacts après votre départ du FCC. Pourquoi êtes-vous parti? La dernière fois que j'ai échangé avec le président Kabila GLM, en tête-à-tête, je pense bien que c'était en mai 2020, si je ne me trompe pas. C'est en mai 2020 que j'ai eu mon dernier tête-à-tête avec le président Kabila. Mais partir du FCC, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas prévu, on n'a pas prévu d'en parler. Il n'y a pas de problème. Il faut un droit d'inventaire, c'est votre droit de journaliste. En octobre 2021, ouais. Le Front commun pour le Congo venait de perdre plus de 90% de ses sociétaires il y a quelque temps, et la machine politique et l'espace politique s'étaient restructurés. Une nouvelle primature, un nouveau président de l'Assemblée nationale, du Sénat, une nouvelle majorité, composée à plus de 60%, 70% des anciens sociétaires du FCC. Il y avait une réflexion profonde à avoir. Et à mon sens, c'est une réflexion qu'il fallait aborder de front. Le Front commun pour le Congo a décidé de signer une alliance avec M. Martin Fayoulou et ils ont créé une structure instantanée et spontanée qu'on appelait le Bloc patriotique. La question, c'était le débat sur la... Il n'y avait pas que Martin, il y avait l'Église catholique aussi dedans. C'est ce que je dis. Moi, je prends ce dont je me souviens. Je me suis opposé à cela en disant non, moi, je voudrais vous proposer l'écriture et la définition d'une nouvelle offre politique. Nous pouvons encore aller vers le peuple congolais, le séduire et préparer les élections et reconquérir une majorité. Nous avons 2 ans devant nous, nous connaissons l'État, nous avons une machine politique. Et je me suis même proposé, puisque nous étions, devrais-je dire, censés être un espace démocratique, je me suis même proposé, de par l'expérience que j'avais, à être coordonnateur du FCC, puisque le poste était vacant. Tout cela, évidemment, n'a pas été apparemment très bien apprécié. Cet esprit progressiste et ces idées que je voulais imposer ont entraîné une levée de boucliers de ceux qui avaient certainement d'autres projets. Alors on m'a exclu des groupes, on ne m'a plus jamais invité à une quelconque réunion. Ils ont trouvé que c'était prétentieux? On m'a ostracisé. Je ne sais pas si je n'ai pas le profil, de par mon parcours, ni la dimension pour diriger un groupe politique comme le FCC, mais en tout cas, je ne pensais pas pouvoir être considéré comme un cheveu dans la soupe. Un frondeur. Voilà. Alors à partir de là, on m'a exclu des groupes politiques et autres, plus de réunions. Mais de l'autre côté, je suis dirigeant d'un groupe politique. J'avais des réponses à apporter aux militants et aux membres de mon groupe politique. Sur l'inactivité, j'ai observé pendant 1 mois, 2 mois, et nous avons décidé, puisqu'il en était ainsi, de continuer notre chemin. Et nous avons navigué ainsi pendant 1 année. Nous avons fait des conférences de presse, des activités populaires et publiques, les images existent. Et à un moment, lorsqu'il s'est agi de s'approcher du processus électoral, notamment en février 2023, si je ne me trompe pas, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia, nous a contactés et nous a dit qu'il était tout à fait dommage pour notre groupe politique de continuer à naviguer en solitaire et que le processus électoral qui s'annonçait devait être très disputé et qu'il fallait qu'avec lui et au sein de l'Union sacrée, nous fédérions nos forces. Nous avons entendu cet appel et nous avons consulté ceux avec qui nous sommes en alliance et nous sommes tombés d'accord. Parce que l'expérience de 2018 nous avait un tout petit peu échaudés. Le centre était allé en tant que tel. Aux élections, nous avons eu 150 000 voix et il nous en manquait 30 000 pour avoir le seuil. C'est ce qui nous a coûté à nous, notamment, notre mandat d'élu à l'époque. Donc il était question d'essayer cette fois-ci de ne pas y aller en solo, mais de nous faire accompagner par d'autres groupes politiques, en l'occurrence, celui qui nous a tendu la main en ce moment-là, c'était le président de l'Assemblée nationale. Et là, c'était absolument pour avoir un poste, enfin un siège ou des sièges à l'Assemblée où vous étiez convaincu de la dynamique du groupe, des idéaux qui le soutenaient. Non, il faut arrêter de faire
de la pensée intellectualiste avec des réalités pratiques. Un groupe politique, c'est avant tout une machine à gagner des élections. On les crée parce qu'on veut exister, parce qu'on veut imposer ses idées, parce qu'on a une vision de ce qu'on veut faire pour le pays. Et cela est très difficile lorsque vous êtes en dehors des institutions. Okay. Nous avons essayé d'y aller seuls. Nous n'étions pas en position d'y aller seuls pour les élections de 2023. Nous avons signé une alliance avec le président Bosso, qui est membre du présidium de l'Union Sacrée, et nous avons présenté une centaine de candidatures. L'idée, c'est toujours la même idée, c'est essayer. Et encore essayer. Vous savez ce que Shimon... Essayer pour peu que ça marche. Hein? Vous savez ce que Shimon Peres, qui avait perdu plusieurs élections, a laissé comme citation? Lorsque il en avait perdu une autre, je lisais son livre récemment, et une phrase m'est restée, il a dit « C'est dur, mais ce n'est pas grave. Peut-être que nous gagnerons la prochaine fois. » Et il a dit que c'était ça sa philosophie de vie, son mantra. Ouais. Et c'est la même philosophie. Essayer, réessayer jusqu'à ce que ça marche. Mais parce que j'ai des idées, parce que je pense que je peux contribuer à l'orientation de la conduite et de l'évolution de mon pays. C'est un combat de tous les jours. Si le peuple ne nous a pas écoutés hier, si le peuple ne nous écoute pas aujourd'hui en tant que groupe politique, il finira par nous écouter parce que nous avons commencé très tôt. Si Dieu le veut, avec la jeunesse et la santé, les années qui viennent seront peut-être les nôtres. Mais ce qui est certain, c'est que notre conviction reste intacte. L'avenir de ce pays, c'est nous. La jeunesse congolaise, les plus jeunes, les moins jeunes comme nous, mais c'est surtout pas une histoire qui s'écrira sans nous. Ça, c'est une certitude. Vous avez été financé pour ces élections? La question des finances, je pense que c'est une question périphérique qui certainement alimente de nombreux débats, mais les questions d'intendance, les questions logistiques ne sont pas une priorité. Chaque groupe politique, lorsqu'il va à une élection, a le devoir de s'organiser de toute façon. Donc, l'organisation de l'Union Sacrée, ce n'est pas l'organisation du Front commun pour le Congo. Chaque structure a un mode d'organisation et chaque structure a sa philosophie de fonctionnement. Il faut s'adapter. Et on s'est adapté. On a présenté une centaine de candidatures. Comment se présentent les premières tendances? On attendait aujourd'hui la publication des résultats pour les législatives et elle a plutôt été renvoyée ce lundi. On attend de ce que parce que vous avez déployé presque 10 000 témoins, enfin 10 observateurs. 200 témoins, absolument, oui. Alors, comment se présentent les premières tendances pour vos candidats, pour vous-même d'abord? Mais je pense que il faut avoir la modestie d'attendre la publication des résultats qui seront présentés par la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est seulement ensuite que nous ferons la comparaison avec notre propre compilation et nos propres preuves. Si, de notre point de vue, il y a des écarts significatifs entre ce qui est présenté et le résultat auquel nous nous attendions, eh bien, les voies de recours existent. Votre témoin doit vous avoir ramené. C'est la Cour constitutionnelle. Ce qu'il faut éviter, et ce n'est pas ma philosophie politique, c'est d'alimenter le débat et les suspicions. Je vous ai dit, nous allons attendre la publication de la Commission nationale électorale nationale indépendante et nous ferons la comparaison. Si les écarts sont très importants et que de manière irréfutable, nous constatons une quelconque injustice, nous aviserons. Nous irons à la Cour constitutionnelle et à ce moment-là, nous pourrions nous exprimer. Il ne faut pas prendre l'habitude de crier au loup lorsqu'il n'est pas là. Parce que sinon, le jour où vous allez crier au loup et qu'il sera effectivement là, personne ne vous écoutera, personne. On a comme l'impression que vous aviez déjà crié dans une publication sur Facebook. Vous dites qu'il faut parler, sinon on laissera prospérer la bêtise. Non, ça, c'est pas une publication, ça, c'est une intervention. Lorsque je dis que j'ai décidé de prendre la parole pour ne pas laisser prospérer la bêtise, c'est parce que face à une menace lancinante et plutôt évidente, dirais-je même, pesant sur mon pays, je n'en ai qu'un, c'est la République démocratique du Congo, me taire dans ce moment critique
aurait été un crime d'antipatriotisme. Je pense avoir une voix qui s'entend. Je pense avoir la cohérence d'expliquer ce que je sais et ce que j'ai vu, et que ça peut réveiller et sensibiliser certains de nos compatriotes pour qu'ils ne sombrent pas dans la manipulation, parce que nous sommes dans un pays en guerre, dans un pays attaqué, et que de nombreux voisins, à l'esprit malicieux, mais surtout envieux des richesses de notre pays, sont prêts à s'engouffrer dans la moindre brèche pour profiter de nos divisions et accentuer, sinon accélérer, le processus de délitement de notre espace national. Je me suis résolu à expliquer, à sensibiliser, à parler, parce que c'est mon devoir en tant que fils de ce pays. Jean-Pierre Kayembe, la mythologie politique congolaise, celle que vous avez reçue, celle que j'ai reçue, est très simple. Nous sommes une nation riche et bénie de Dieu. Nous sommes une nation enviée qui, dès l'origine, est sujet à la convoitise de l'humanité et de nombreux voisins. Le devoir que nous avons reçu de Lumumba, de Kimpavita, de Kimbangu, c'est de protéger cet héritage. Aujourd'hui, cet héritage est plus que jamais menacé. La menace, elle n'est pas fictive, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous n'avons plus Bunagana, le Massissi Rutshuru. Nous avons une rébellion stipendiée par le Rwanda. Nous avons un ennemi identifié, Paul Kagame, tête de pont de cette initiative, comme je l'ai dit précédemment, machiavélique, mais qui a derrière lui des multinationales et toute une organisation planétaire qui n'a qu'un seul but, c'est accéder au moindre coût aux richesses immenses de notre sol et notre sous-sol, parce que le Congo, c'est l'Arabie Saoudite de demain. Si ils ne le font pas maintenant, demain, ils seront obligés de payer comptant la valeur réelle de nos richesses, parce que l'humanité qui se construit sous nos yeux, révolution écologique, révolution technologique, et tout ce à quoi nous assistons, révolution numérique, les richesses physiques pour la construction ou l'évolution de toutes ces mécaniques repose sur ce qu'il y a dans notre sol. Nous sommes le pays de toutes les solutions, évidemment. Mais est-ce qu'on fait tout? Donc il faut protéger cela. Parce que c'est ça le schéma. Est-ce qu'on les fait assez au regard des dernières élections? Est-ce que on a pensé qu'il suffisait d'une toute petite étincelle pour que tout éclate? Est-ce qu'on a pris des précautions pour bien faire les choses et donner au peuple sa souveraineté? Mais déjà, ce qu'il faut constater, et ça c'est ma conviction, c'est que ces élections ont exacerbé le patriotisme des Congolais. Mon analyse, elle est la suivante. Si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu les 3/4 des suffrages, c'est parce que... Contesté, évidemment. Vous savez, on a eu l'opposition, on est en démocratie. Leur rôle, c'est de contester. Mais la réalité est celle qu'on vit. La réalité, c'est qu'on a une ville contestataire qui est celle de Kinshasa, qui est tout à fait calme et qui a été même en fait. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune convulsion politique ni sociale réelle. Tout cela ressemble à une tempête dans un verre d'eau et ça doit bien avoir une explication et c'est celle que j'essaye de vous apporter en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur partie prenante au processus. Ce que je disais alors précédemment, ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu en face de lui une opposition divisée. Et si vous me laissez un petit moment, je pourrais vous expliquer toute ma théorie. Allez-y, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on gagne une élection en République démocratique du Congo? C'est la première question qu'il faut se poser quand on est candidat président. Les gaullistes disent une élection présidentielle, c'est une rencontre mystérieuse entre un homme, un peuple et son histoire. Le président Tshisekedi a intégré visiblement cela. La première chose qu'il a faite, c'est de considérer qu'il y a un maillage national très important qu'il doit faire pour que chez vous, vous êtes d'où? Du Kasaï central. Du Kasaï si ce n'est central. pas vous qui posez des questions. Alors, oui, c'est quoi votre village?
Je suis dans les territoires de Demba. Voilà. Alors, ce que le président de la République a fait, il a fait en sorte qu'à Demba, il y a un homme que les gens de Demba connaissent, en qui ils ont confiance, qui leur a dit, notre candidat, c'est lui. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Bemba. 7 millions de voix en 2006, un parti politique bien installé. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours les 7 millions de voix. Ça veut dire que c'est un personnage qui a un poids politique, qui a un ancrage local, qui a un ancrage national. C'est ce que le président de la République a fait en ayant avec lui Vital Kamerhe, 1 700 000 voix en 2011 et une machine politique. Ça ne veut pas dire qu'il a encore les 1 700 000, mais ça veut dire que c'est un acteur qui a un ancrage local et un ancrage national. C'est pour ça qu'il a Bahati avec lui, qui est une machine politique qui a eu 1 300 000 voix. Il n'avait pas tout ça en 2018. En 2018, je dis Bahati. Ah, vous parlez... Non, le président Tshisekedi. Je vais vous expliquer également. En 2018, je reviendrai ensuite sur mon explication, puisque vous voulez savoir. Ah, désolé de vous couper. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Vous avez Genève. Félix Tshisekedi vient de prendre la succession du mythe politique qu'est Étienne Tshisekedi. Il prend la présidence du Rassemblement à la suite de son père. Il est le patron de l'opposition. Il est le candidat naturel de l'opposition que le peuple congolais attend. Par des arrangements de salon, parce que ça se passe effectivement dans un salon à Genève, on fait sortir comme une colombe dans un chapeau la candidature d'une autre personne. La base de l'UDPS refuse. Félix Tshisekedi signe une alliance avec Vital Kamerhe et d'autres microstructures. Donc il va à cette élection avec quoi? Avec à son bénéfice l'émotion liée d'une part à la mort de la figure historique Étienne Tshisekedi, dont on ne peut pas contester la magistrature morale, et vous connaissez nos cultures. Il va à cette élection avec le statut de victime d'une machination. C'est comme ça que c'est perçu par de nombreux Congolais à cette époque également, qu'il a été victime d'une machination à Genève, et il va sur terrain. Il affronte sur terrain qui? Il affronte Emmanuel Ramazani Shadari, qui est un candidat désigné par le FCC, mais qui malheureusement est désigné à peine à 6 mois des élections. Il doit se faire connaître d'abord des Congolais, et ensuite, par l'usure du pouvoir, les conflits internes, les guerres intestines sont tels que les ordres et les instructions de Joseph Kabila à ce moment, pour les élections, ne sont pas répercutés sur terrain avec la même vigueur que celle de Bemba, que celle de Kamerhe que nous avons vu à cette élection aujourd'hui. Je peux regarder Emmanuel Ramazani Shadari en face, il le sait. Nous avons fait de nombreuses réunions sur ce sujet et sa frustration était au maximum de constater que les plus grandes trahisons auxquelles il a eu à faire face dans cette élection venaient de son camp. Les lieutenants, ceux qui devaient constituer le maillage territorial qui lui aurait permis de gagner, se sont désolidarisés de lui au moment de l'élection. Il a été victime de cela. Félix Tshisekedi, pendant ce temps, avait l'émotion, avait Kamerhe avec lui et a su... Il avait surtout un bilan qualifié de merdique par certains. Non, je parle de 2018. Ah, 2018, bon. Ah bah oui, c'est vous qui m'avez coupé. Donc j'essaie de vous expliquer pourquoi il a gagné en 2018 et pourquoi est-ce que c'était différent. Il avait ce maillage qui n'était pas important, mais il transportait avec lui l'aura d'Étienne Tshisekedi, qui venait de mourir. Vous connaissez nos traditions. On a oublié qui était Étienne Tshisekedi dans ce pays. Parce que le Congo est une nation à la mémoire courte, peut-être. Mais en 2018, la mémoire, elle est vive. On sait que celui qui est là, c'est le successeur politique et spirituel d'Étienne Tshisekedi. On sait également que la lutte de Tshisekedi pour l'alternance peut avoir un épilogue heureux, en faisant gagner son fils
Et d'autant plus, et ce d'autant plus qu'à cette époque-là, la thématique principale, c'est celle de l'alternance. On revient au présent. Aujourd'hui, la thématique principale, celle que l'opposition n'avait pas comprise, et c'est ce que Félix Tshisekedi avait compris, c'est pour ça que j'ai parlé de la rencontre entre un homme, un peuple et son histoire, la thématique principale, c'est la sécurité. Parce que la mythologie politique est celle que je vous ai expliquée. Nous, Congolais, nous sommes Luba, nous sommes Moussoïli, nous sommes Mukongo, nous sommes Mungala, mais lorsque nous sommes en France, nous créons Château Rouge. Lorsque nous sommes en Belgique, nous créons Matongé. Malgré nos divergences, nous avons un dénominateur commun, Likambo Yamabele. Et ça, Félix Tshisekedi l'avait compris. Il a structuré son maillage pour que le message arrive. Il a compris pourtant, en 5 ans de gouvernance, il n'a pas pu sécuriser les nôtres. On va y arriver. En signant des accords, oui, allez-y. On va y arriver. Donc il y a le maillage. Ensuite, il y a le message. Son message était binaire. Donc très simple à comprendre. À gauche, c'est l'étranger. À droite, c'est la patrie. Je suis le commandant suprême. Je viens de dire à Kagame en face que s'il continue, je lui casse la gueule. Et s'il n'a pas compris, j'amène la guerre au Rwanda. Vous dites ça aux héritiers de Lumumba et de Kimpavita, vous brisez. Faute de bilan, on se replie sur un discours identitaire, nationaliste. Vous brisez les digues. Parce que quand une nation est menacée, la question du bilan, elle est subsidiaire. Elle n'est pas inutile, elle est subsidiaire. Le peuple congolais vous dit quoi? À vous, Jean-Pierre Kayembe, et à tous ceux qui voudraient parler du bilan. On pourra en parler. Oui, parlons-en. Argumentaire. Le peuple congolais vous dit ceci, à travers son vote, il vous dit, vous, l'élite qui avez tout eu, vous êtes même pour certains des millionnaires. Vos enfants vont dans les meilleures écoles. Vous avez tout. Nous, il nous manque parfois le minimum pour vivre. Nous avons peut-être encore des difficultés sur nos routes, des problèmes d'énergie, d'eau potable, de santé, même d'éducation. Tout n'est pas encore fait. Mais nous allons vous donner une leçon de patriotisme. Cette leçon, c'est de dire, nous abandonnons ces revendications parce que notre pays est menacé, parce que si on perd Bunagana définitivement et qu'on perd Goma, Kisangani, et que des étrangers vassalisent notre pays, nous sommes atteints dans notre dignité et nous sommes indignes. En face, il y avait Katumbi qui proposait notamment d'acheter des F-16, de combattre le M23, ne pas être un président qui pleurniche. Le peuple congolais vous dit, nous renonçons à tout au profit de celui qui, par son discours, de par son agir, de par la virilité qu'il met dans le sujet, nous démontre que son statut de commandant suprême est une position à préserver parce qu'une nation en guerre ne se divise pas. De l'autre côté... C'est lui-là qui avait fait des Kagame son frère. De l'autre côté, vous avez une opposition divisée qui va en ordre divisé. Et rassurez-vous... Comme toujours. Rassurez-vous... Ils y vont toujours en ordre dispersé. Rassurez-vous, je ne botte pas en touche sur vos questions sur le bilan, sur Kagame c'est mon frère, et tout ce que vous avez fait comme assise. J'y arrive maintenant parce que j'essaye de mettre de la cohérence dans mon intervention. Parfait. Nous arrivons au niveau de l'opposition. Donc là, je vous ai présenté le tableau qui explique pourquoi les clivages provinciaux, les clivages partisans ont été enjambés par le peuple pour donner une majorité au président de la République. Schématiquement, c'est le maillage. Schématiquement, c'est le message et la virilité de l'identification de l'ennemi et la menace directe. Il s'est positionné en commandant suprême, protecteur de la nation, message binaire. À gauche, c'est l'étranger, à droite, c'est la nation. Le peuple a choisi la nation. Maintenant, l'opposition, vous dites,
ce que vous avez dit, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ces discours identitaires sur lesquels il s'est replié pour ne pas justifier son bilan. C'est ce que je vous ai dit précisément. C'est ce que vous appelez ne pas justifier le bilan. Lui, il a appelé ça hiérarchie des priorités. Il est commandant suprême d'une nation en guerre. La priorité la plus préséante en ce moment-là est celle de rendre compte au peuple congolais sur l'état et la menace. Et le peuple congolais a lui-même serré les priorités en votant massivement pour lui. Il n'a pas évité son bilan, il en a parlé pendant l'élection, mais pas en faisant le point d'orgue. Et c'est ce qui s'est à l'inverse passé au niveau de l'opposition. D'abord, l'opposition est divisée. Il n'a pas toujours été divisé au même niveau. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons les résultats que nous avons. On a 2 têtes d'affiche au niveau de l'opposition. Martin Fayoulou. Je pense qu'il n'a pas mis les 5 ans à profit pour rassembler l'opposition. Je vous ai dit, Étienne Tshisekedi, qui était à un niveau stratosphérique en termes, si vous voulez, de magistrature morale, et ça, personne ne va le contester, même lui considérait qu'il fallait rassembler d'abord. Martin Fayoulou arrive à cette élection en homme seul. Il n'y a personne de la galaxie politique avec lui. Mieux, il n'a même pas de candidats provinciaux, il n'a pas de candidats nationaux. Ensuite, il a un discours évanescent sur un idéal que le peuple congolais en ce moment-là ne peut pas entendre, parce que de l'autre côté, on lui dit « je vais tabasser Kagame ». Oui, il a dit à la moindre escarmouche. Bon, on a voilà. Qu'il y en a eu assez. Là, on est en train de faire une explication. C'était un discours populiste, mais allez-y. On parlait de Fayoulou, ensuite... Vous savez, la politique, je vous ai dit, il ne faut pas sombrer dans l'idéalisme en permanence. Les machines politiques sont des machines à gagner des élections. La question à laquelle j'essaye de répondre n'est pas un jugement moral sur l'un ou l'autre candidat. J'essaye d'expliquer pour que l'intelligence de chacun puisse l'analyser pourquoi il n'y a aucun doute que celui qui a gagné l'élection, c'est Félix Tshisekedi. Lorsque Jacques Chirac gagne avec 80% au 2e tour en France, le discours populiste dont vous parlez, c'est de dire le rempart contre le Front National, le dévoiement que ce parti représente des valeurs de la France. Le rempart, c'est moi, Jacques Chirac. Résultat, 2e tour, il a 80% lorsque Jean-Marie Le Pen se retrouve au 2e tour. C'est peut-être du populisme aussi, mais c'est de la stratégie politique. On ne va pas reprocher à un camp d'avoir été plus intelligent qu'un autre. Si c'est comme ça que si c'est ce que vous appelez populisme, alors c'est du populisme. Alors à côté, il y a un Katumbi qui s'amène avec un carnet d'adresse, un bilan en tant que gouverneur, ses moyens personnels. Voilà. Donc, j'explique d'abord les 2 têtes d'affiche. Donc, il y a Fayoulou, je vous donne les limites de l'action. Il n'a pas rassemblé. Il se retrouve à une élection sans candidats provinciaux. Il a des positions contradictoires à la dernière minute. Je pense que le grand frère a un peu surestimé son ancrage dans l'imaginaire populaire congolais. Étienne Tshisekedi pouvait se permettre des succès et des erreurs, mais il avait 30 ans derrière lui de combat. Et je crois que son image était ancrée. Il avait réussi. Mais malgré ça, je dis, il rassemblait toujours. Il meurt comme président du Rassemblement, donc comme président de toute l'opposition. Martin Fayoulou, 5 ans durant, ne rassemble pas l'opposition. Il dit qu'il ne va pas aux élections, il y va. Il laisse sur le pavé ses candidats. Il va en homme seul. Il acquit à Demba, chez Jean-Pierre Kayembe, pour dire « votez pour lui ». Quand il passe et qu'il part. C'est un problème. Le message qu'il lance, c'est un message sur une critique, une fixation du bilan du président de la République. Il revient accessoirement sur le fait qu'il aurait gagné en 2018. Mais tout cela, c'est face à un homme qui dit « l'ennemi c'est Kagame, faites-moi confiance, je vais lui casser la gueule ». C'est binaire. Les gens ont choisi le message de la virilité et du pragmatisme. Vous avez Moïse Katumbi. Personne ne peut contester ici la crédibilité de la candidature de Moïse Katumbi. Vital Kamerhe lui-même l'a reconnu et a effectivement dit que, à l'entame du processus,
ils avaient des a priori, de crainte même sur la force. Mais c'est le même problème avec Moïse Katumbi. Le premier problème, c'est le maillage territorial, qui était très faible. Vous avez Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe. Prenons ces deux personnages qui accompagnent le président de la République. Et je vous ai donné les chiffres et l'ancrage. Il a qui, Moïse Katumbi? Quand il passe, qui passe après? Vous avez vu ce qui s'est passé? Quand le président passait, Jean-Pierre Bemba passait. Quand le président est passé, Vital Kamerhe repassait. Il a qui? Soyons honnêtes. Il avait qui avec lui? À part Matata Ponyo peut-être qui a fait le job dans le Maniema. Mais on ne gagne pas avec le Maniema simplement. C'est très compliqué. À côté de cela, moi ce que je voudrais dire, la situation de Moïse Katumbi aurait été différente. S'il avait réussi, j'ai presque envie de dire, la victoire stratégique de convaincre Joseph Kabila de le soutenir. Si Moïse Katumbi, qui s'était réconcilié dans le cadre de la réconciliation Katanga avec Joseph Kabila, avait réussi à se réconcilier avec Joseph Kabila, et que dans sa discrétion légendaire, Joseph Kabila avait laissé sa machine politique se mettre au service de Moïse Katumbi. Il en a toujours? Mais bien sûr, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Personne n'a jamais dit que Joseph Kabila n'avait plus assez de cadres pour organiser ne serait-ce qu'à 30, 40, 50% un mariage national. C'est pas possible, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Si Moïse Katumbi avait réussi à récupérer avec l'autorisation, même discrète de Joseph Kabila, l'appareil politique, dans cet appareil politique, il y a de grands techniciens électoraux qui ont fait 2006, 2011, 2018. Il y a des cadres de terrain qui sont orphelins aujourd'hui. Ça aurait renforcé sa machine politique et ça lui aurait donné de la consistance. S'il avait en plus de cet accord réussi à faire passer le message qu'il ne s'agit pas d'une réédition d'un régime que les Congolais ne sont peut-être pas, et peut-être parce que c'est prématuré, prêts à remettre en scène, on aurait eu un autre schéma. Il n'a pas réussi à le faire. Joseph Kabila est resté dans sa réserve habituelle. Il n'a pas voulu participer au processus électoral. Ça a entamé un tout petit peu la base naturelle et même politique de Moïse Katumbi. Ce qui laissait donc un boulevard à Félix Tshisekedi, mais c'est score 73%. Et maintenant, carrément, quasiment soviétique. Et maintenant, vous aviez dit que Moïse Katumbi a parlé des F-16, il a parlé de régler une guerre... n'est pas se plaindre, mais plutôt passer à l'action. Voilà. Faire la guerre. Commençons par la mauvaise lecture. Vous croyez que lorsque les Congolais regardent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, devant les puissants de ce monde, lorsque le président de la République désigne nommément Kagame comme le responsable de la catastrophe sécuritaire et humanitaire à l'est du Congo, et qu'il menace de déséquilibrer le fragile microcosme politique congolais encore convalescent du génocide Tutsi, aux Nations Unies lorsqu'il le dit, vous croyez que les Congolais voient en cela des plaintes ou des menaces? C'est une offensive diplomatique. Le but, ce n'est pas de se plaindre, mais d'atteindre la réputation du Rwanda. C'est de dire à l'humanité que dans ce pays dorénavant, nous avons un peuple révolté, qui vous dit, le pays que vous prenez un exemple pour la gouvernance, le pays que vous prenez un exemple pour la croissance et le développement, c'est un pays dont les dirigeants ont les mains maculées de sang et qu'ils sont assis sur une poudrière de 2 345 000 km² et de 120 millions de personnes qui, très bientôt, s'ils continuent à déconner, vont se déverser là-bas. C'est ça que vous appelez se plaindre? Non. Alors vous n'avez rien compris à la diplomatie. Ce n'étaient pas des plaintes, ce sont des attaques qui ciblent la communauté internationale et qui ciblent la sérénité. Et ça finit par payer dans les urnes. Ça finit par payer dans les urnes d'abord,
mais ça a rendu fébrile le régime rwandais. Jamais nous n'avons vu le président rwandais s'exprimer autant que maintenant. C'est un homme affable, c'est un tueur froid, qu'il ne s'exprime pas beaucoup. S'il a senti le besoin de s'exprimer, c'est parce qu'il sait que par le développement des réseaux sociaux, les paroles fortes du président Tshisekedi ces 8 derniers mois atteignent le Rwanda, divisent le corps social à la base et peut entraîner le déséquilibre de son régime. C'est ça notre objectif. Et ce n'est pas des plaintes. Voilà déjà l'erreur d'analyse faite par Moïse Katumbi lorsqu'il attaque l'homme qui fait ça contre l'ennemi. Le peuple reçoit ce message comment quand lui il dit ça? Le peuple regarde, il dit, mais ce gars, on dirait qu'il est avec les Rwandais. Hein? Comment il peut être contre le fait que Tshisekedi dise aux Nations Unies que l'ennemi c'est le Rwanda? Donc pour lui, la solution serait été de ne rien dire. Plutôt faire la guerre que de se plaindre. Non, le peuple raisonne très simplement. Bon, ça c'est l'imaginaire du Exactement. petit peuple. Ouais. Et c'est ça que le peuple a compris. Lorsqu'il dit que je vais finir la guerre en 6 mois, le peuple dit non, lui c'est un homme de football. On n'a jamais vu faire autre chose. Parce que toute sa campagne c'est VAR, vidéo. Donc les gens veulent parler de sécurité sérieusement, lui parle de football. Ah, que des foot, il a réussi dans le business. Le peuple comprend les choses de manière manichéenne. C'est la rencontre entre un homme, son peuple et son histoire. Mais c'est score quand même, Germain Kambinga, il est soviétique. Il n'y a que le patriotisme qui peut expliquer, vous savez. Jusqu'à laisser 26% à ses poursuivants. Il ne laisse pas 26%, c'est l'expression de ce que les Congolais ont senti, de ce qu'ils ont accepté ou pas. On crie au bourrage. Parlons de la triche. Ouais. Admettons, raisonnons avec vous. Disons qu'on va raisonner par l'absurde. Félix Tshisekedi est un tricheur, c'est ça. Il s'est réveillé un matin, il a pris son frère Kadima, il a dit, écoute mon frère, moi j'ai la cour constitutionnelle et toi je te mets à la CENI. Tiens, va là-bas, tu vas tricher pour moi, pour que demain je sois encore président. Admettons que ce soit ça. Est-ce qu'il a besoin de le faire avec 75%? Mais il passe avec 38, 35, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il s'est toujours fait. Il n'a pas besoin de mettre 75%. Admettons, peut-être qu'il fallait se donner finalement une légitimité, surtout quand on sait que celle de 2018 était largement contestée. Une légitimité alors que vous considérez que c'est trop. Est-ce que ce n'est pas plutôt chercher des problèmes que de faire ça si on triche? Oui. En raisonnant comme vous, si vous voulez passer pépère, vous mettez 38, 40, 42%. Pourquoi vous mettez 90%, 86% chez moi, Idiofa? Il suffisait de passer avec 40%, les autres auraient 10, 10, 10, et c'est plus crédible si on est en train de tricher. C'est logique, c'est une question de bon sens. Donc la pire des choses pour des hommes intelligents, sachez-le, c'est de penser que les autres hommes intelligents sont plus bêtes qu'eux. Et c'est ça que l'opposition croit. Si Tshisekedi voulait tricher, il aurait mis 40%. S'il a eu des 90% un peu partout sur le territoire national, c'est parce que le peuple n'a pas voulu abandonner son commandant suprême au front face à l'ennemi identifié que le Rwanda. Et ça, si vous ne percevez pas ce message, retenez, prenons date avec l'histoire. Je vous ai dit que le peuple congolais nous a lancé un message. Il nous a lancé un message. Faites vos conciliabules de salon, faites votre politique politicienne, mais si vous perdez ce pays, on sera intransigeant. Vous allez tous être emportés. Parce que nous, on a renoncé à nos revendications. On a renoncé à nos croyances ethniques, à nos ancrages provinciaux. On a renoncé à nos idéologies partisanes parce que notre pays est menacé. Vous continuez à vous diviser. C'est ça le message du peuple congolais. Si vous continuez à vous diviser, on va tous vous mettre dehors. Mais à côté de ça, il y a eu ces images qui ont fait le tour du web, des machines à voter entre les mains de caciques. Mais je suis d'accord avec vous. Comme en 2006, il y a eu des bourrages d'urnes. C'est pour ça que lorsque j'étais porte-parole du MLC et que j'étais le coordonnateur de la compilation sous la direction de Fidel Babala, à l'époque, derrière la candidature de Jean-Pierre Bemba, ceux qui se souviennent de mes interventions quotidiennes à la télé, c'était justement ces dénonciations-là.
des bourrages d'urnes, des 150-120% de taux de participation dans certains bureaux de vote. Matousila, Roubaix-Roy ont demandé en 2006 l'annulation de l'élection, comme ceux qui le font aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila se sont retrouvés dans un affrontement militaire à 3 reprises, en août, en octobre et en mars, pour ce processus électoral-là. La maison de Malou Malou, à l'époque, la CEUNI, ses couleurs, c'était orange, a failli être brûlée parce que les Congolais considéraient que tout ce qui était orange devait être brûlé parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les résultats électoraux. C'était aussi à considérer comme une catastrophe électorale. Mettez sur Internet, Google existe, faites le bilan de l'élection de 2006 et faites la comparaison avec aujourd'hui. En 2011, lorsque la campagne électorale, Jean-Pierre Kayembe ne se termine pas, c'est pourquoi le dernier jour, il y a des coups de feu à Kinshasa, Tshisekedi tourne. Il n'arrive pas à atterrir, on interrompt la campagne 2 jours avant. Il avait atterri en Dolo finalement. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a eu des tirs à l'aéroport, à balles réelles, les images existent. Et qu'ensuite, la publication de résultats se fait sur à peine 50% des suffrages exprimés parce que la moitié des bulletins de vote sont mouillés dans les hangars de la Fikine, les images, elles existent. J'étais candidat et je suivais cette élection. Lorsque le Centre Carter dit à cette époque, en 2011, allez sur Internet, tout existe, les articles de presse de 2011, de 2006. Lorsque le Centre Carter dit en 2011 que ces élections doivent être absolument annulées, celle de 2011, c'est quoi l'histoire? En 2018, n'est-ce pas ceux qui aujourd'hui voudraient faire passer l'élection de 2023 comme la pire de l'histoire, ne sont-ils pas ceux qui avaient dit que Joseph Kabila avait nommé Félix Tshisekedi? C'est pas les mêmes. Alors, donc la nomination de Félix Tshisekedi serait moins importante que le bourrage périphérique des urnes par quelques candidats indélicats. Mais je crois qu'on doit être sérieux. Il faut que l'opposition, elle soit sérieuse. Chacun de nos cycles électoraux pose problème. On ne s'est pas amélioré. On ne s'est pas amélioré. Le problème, il est structurel et non conjoncturel. Il est historique et non factuel. Nous devons, à un moment donné, prendre le courage de nous regarder en face et de nous interroger sur ce qui ne va pas. Donc Malou Malou, Seri Lucifer, Ngoï Mulunda, Belzébuth, Corneille Nanga, Méphistocélès, et aujourd'hui, Kadima serait le propriétaire de l'enfer de Dante, n'est-ce pas? Et demain, lorsque Kayembe, Jean-Pierre, sera président de la CENI en 2028, il sera qui? Le problème, il est structurel. Les Congolais doivent se regarder en face. Quelle est la solution? Changer, modifier la Constitution comme et considérer, vous le suggérez. Et considérer qu'il faut regarder le problème de fond et se projeter. Einstein disait, faire la même chose et espérer des résultats différents, c'est une autre façon d'appeler la folie. Arrêtons d'agir comme une nation folle qui amène tout le temps le pays au bord du précipice. Quelle est l'alternative? L'alternative, c'est de changer l'article 211 de la Constitution. Donner un contenu plus explicite à cet article pour que le laisser-aller de la loi organique ne laisse plus de place au hasard. Première chose qu'il faut changer, je pense qu'il faut arrêter de se partager le boarding de la CENI entre politique et société civile. Il faut revenir à une organisation plus pérenne. À mon avis, de même type que la Cour constitutionnelle. Une organisation plus pérenne. Il faut de l'autre côté améliorer le traitement des agents de la CENI à différents niveaux. Jean-Pierre Kayembe, nous sommes des Aïrois, vous et moi, des Congolais. Vous prenez 300 000 Congolais. Certains, pour l'essentiel, n'ont pas de travail, sauf le travail qu'ils ont le jour du vote. Vous en faites des présidents de centre, des chefs de bureau, des assesseurs. Ces Congolais-là savent qu'ils n'ont qu'une journée pour que l'avenir soit moins une menace pour eux, mais beaucoup plus une espérance. Parce que ce sont des chefs de famille, ce sont des mères de famille. Ils font quoi? Ils font ce à quoi vous avez assisté depuis 2006. Le travail et les contrats éphémères de ceux qui ont la responsabilité
de gérer le jour le plus sensible, c'est-à-dire le jour du vote, doit être revu et reformé. C'est une des réformes essentielles. On doit revenir à un système que moi je pourrais vous proposer très calmement. Vous savez, aux États-Unis, les jurés sont désignés par l'État de manière discrétionnaire. Monsieur Kayembe, vous recevez votre lettre, vous êtes juré pour tel procès. Et c'est une obligation civique. Si aujourd'hui, on prend les directeurs centraux, les secrétaires généraux, les magistrats, les médecins, tous ceux qui sont payés par l'État et qu'ils sont réquisitionnés par la force de la loi pour diriger les opérations électorales, comme ça se fait dans la plupart des pays, c'est le magistrat qui sait que je serai chef de centre, c'est le docteur, le chirurgien qui sait que... qui ont eu aussi des couleurs politiques que voudraient peut-être favoriser les leurs. Non, ça, vous ne pouvez rien faire contre ça. Mais vous avez déjà plus de chance si vous avez un professeur d'université, président de bureau de centre, qui reçoit une lettre de l'État qui lui dit « Vous êtes obligé, monsieur le professeur, de présider tel bureau de vote ». Il y a quand même, à mon avis, beaucoup plus de chances d'avoir de la probité parce qu'il a un emploi, parce qu'il a une honorabilité identifiée et établie. Ce n'est pas le premier député qui viendra avec 50, 100 $, qui viendrait parler avec un professeur ou un magistrat pour lui dire « Je vous donne 100 $, je reviens à minuit et vous me donnez 3 bulletins de vote ». Ce ne sera pas parfait, mais ce sera déjà mieux que ce à quoi on Alors assiste. maintenant, parce que... Donc, ce sont ces améliorations-là qu'il faut pouvoir apporter. Pour aujourd'hui, on n'a pas annulé en 2006. On n'a pas annulé en 2011, on n'a pas annulé en 2018. Attends, donc on annule 2023 et on une ne utopie. va pas annuler en 2023. Ceux qui ont des contestations à présenter, je les invite à se rapprocher de la seule instance habilitée. Pour la présidentielle, Katumbi n'est pas partant, mais la bataille sera entre vous, candidats de l'Union, enfin, députés nationaux, provinciaux. Oui, certainement. Certainement. Le difficile commence maintenant, parce qu'on est en train d'atterrir. Oui, c'est de bonne guerre. Vous savez que de toute façon, il n'y a pas de surprise. Joseph Kabila n'a pas présenté de candidat, alors que d'ordinaire, les 3/4 des candidatures, ou la moitié en tout cas, étaient du FCC, de Joseph Kabila. Ces gens-là ne se sont pas présentés. Martin Fayoulou n'a pas présenté, donc on a un peu plus de 100 000 candidats, toutes élections confondues, d'après le président de la CENI. Sachez que là-dedans, il y en a plus de 95 000 ou 90 000 qui sont des unions sacrées. Donc mathématiquement, la majorité leur est acquise, mais pratiquement, les guerres fratricides se feront à l'intérieur. La seule manière de régler le problème, c'est qu'il y ait une cohérence entre les présidents de regroupement qui sont les seuls habilités à rester en justice, de toute façon. Et je pense que le présidium de ces... Va-t-on assister encore à des nominations comme on l'a décrié moi, j'ai toujours la modestie de ne pas rentrer dans des débats d'allégations. Hein. Si vous avez déjà vu des nominations... je vous laisse la responsabilité de vos propos. Moi, ce que je sais, c'est que le milieu politique est un milieu féroce. C'est un milieu dans lequel les gens sont dans des luttes permanentes et il n'y a rien de nouveau. On verra comment se passera le contentieux électoral, mais de toute façon, je suis convaincu que le président présidera, que son gouvernement gouvernera. Il aura quand même une patate chaude entre ses mains. Et qu'on aura en définitive une assemblée qui faire va face à cette légiférer. Mais la patate chaude dont vous parlez, mais elle est consubstantielle à l'exercice du pouvoir présidentiel. Le président de la République ou la présidence de la République n'est nulle part au monde une sinécure. On ne peut pas être président de la République et considérer que c'est comme boire un verre dans une terrasse avec des Kamundele, avec du tabac. C'est un travail difficile. Il l'a dit lui-même, il l'a répété. Donc je pense qu'il est outillé pour gérer ce type de situation. Pour ce deuxième mandat, il devrait commencer par quoi? C'est quoi la priorité? Parce que nous devons rendre l'antenne. Absolument. C'est une excellente question et je vous remercie de la poser. Le point de départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le président de la République a eu les 3/4 des suffrages. Il était durant tout son mandat dépositaire, propriétaire d'une vision, initiateur d'une vision. Le gouvernement en était le dépositaire. Il va être très compliqué de convaincre à tout esprit éclairé qu'il n'y a pas un lien entre l'efficacité de son équipe
et sa victoire. On aurait tendance à incliner, à dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Néanmoins, quand on a dit cela, nous pouvons ajouter ceci. Ce qu'il faudra d'abord, c'est gouverner contre vents et marées. Il faut avoir le courage d'abandonner ce qui doit l'être, mais aussi de renforcer et de dynamiser ce qui mérite d'être conservé. La philosophie de gouvernance du chef de l'État, moi je l'ai analysée et elle repose sur ce qu'on appelle en économie le Big Push. C'est Rosenstein-Rodan, 1940, c'est de l'économie de développement. C'est l'impulsion massive, c'est comme ça qu'on appelle ça techniquement l'économie de développement. Ça veut dire que c'est un homme qui à chaque fois prend un pilier, il sort de la gouvernance quotidienne de ce pilier et il y injecte massivement du financement. Ça s'est fait essentiellement durant ce mandat sur la gratuité de l'enseignement. Il y a eu des petites incursions vers la fin, vers la santé, la couverture de santé universelle, et vers les infrastructures à travers les 145 territoires. Ce qu'il va maintenant devoir faire, à mon avis, c'est de systématiser ce mode de gouvernance parce que, à mon avis, comme l'ont défini les théoriciens de l'économie de développement, notamment ceux du Big Push, Rosenstein-Rodan, et Young, qui était le précurseur, ce qu'il doit faire, il faut qu'il définisse, ça c'est mon avis, 6 piliers. Le premier pilier, c'est en rapport avec le vote massif des Congolais avec lui, donc c'est le pilier de la sécurité. Le deuxième pilier, c'est renforcer et continuer la question de l'éducation. Le troisième pilier, c'est la santé. Le quatrième pilier, c'est l'énergie. Le cinquième pilier, ce sont les infrastructures et le logement. Le sixième pilier, c'est l'agriculture. Nos budgets seront dorénavant, Jean-Pierre Kayembe, entre 13 et 17 milliards. On ne descendra plus en dessous, d'après ce que j'ai comme projection et quand on voit le cadrage macroéconomique. Ça veut dire que si, de manière autoritaire et volontariste, on met 1 milliard de dollars chaque année pour la sécurité, on continue à mettre 1 milliard de dollars chaque année pour l'éducation, on continue à mettre 1 milliard pour la santé, ainsi de suite, jusqu'à 1 milliard pour l'agriculture, ça fera 6 milliards chaque année qu'on mettra à travers cette stratégie que lui-même a imaginée dès le départ. Ils rejoignent la stratégie d'économie de développement qu'on appelle le Big Push. S'ils arrivent à faire ça, tout en n'abandonnant pas le fonctionnement régulier des institutions, parce qu'il restera quand même 8 à 9 milliards disponibles, on aura réussi, en y intégrant l'ingénierie et la gouvernance nécessaires, à donner une véritable impulsion. Parce qu'à la fin du mandat, ça aura fait 30 milliards d'investissements. Pour y arriver, il faut d'un côté améliorer la gouvernance, sortir de la gouvernance sous contrainte politique permanente vers une gouvernance débarrassée des contraintes politiques et n'ayant comme philosophie que la performance. Mettez des contrats de performance sur les directeurs centraux, sur les secrétaires généraux, sur les directeurs d'entreprise, sur les ministres. Vous n'atteignez pas votre feuille de route et de mission, vous êtes remplacé pour des questions d'efficacité managériale et non pas pour des questions politiques. Vous appliquez cette approche managériale dans la gouvernance et vous faites une dernière révolution qui est celle de la mise en œuvre de ce que j'appelle la crédibilité budgétaire. Vous mobilisez 80% du budget, faites en sorte que le ministère du Développement rural, dans la reddition des comptes, ait effectivement 80% de consommation. Que le ministère de la formation professionnelle ait effectivement 80% de consommation. La crédibilité budgétaire. Rééquilibrer le partage des ressources à travers les différents secteurs gouvernementaux qui, s'ils existent, c'est qu'ils sont des priorités. Vous couplez tout cela avec les 6 piliers que je viens de déterminer. S'ils arrivent à faire ça, prenons date avec l'histoire, le président de la République réussira à inscrire définitivement son nom dans l'histoire et la postérité
se souviendra de lui, peut-être comme le Deng Xiaoping congolais, celui qui aura impulsé le processus de redressement et de relèvement. Voilà de mon point de vue quelles sont les améliorations, quelles sont les propositions pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour qu'en 2028, le bilan ait une saveur et une couleur reconnue et acceptée, centre de débat par tous les peuples congolais et tous les analystes. Merci bien. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Germain Kambinga Katomba, ça a été un plaisir, mais on ne va pas se séparer comme ça. Vous regardez la caméra. Adressez-vous à nos concitoyens, à vos concitoyens, aux Africains qui parlent français et qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors, je vais vous étonner. Nakolo Balingala. Ah, ils un peu malades. Okay. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Pierre Kayembendenge Oye, Tosali émission, Tosoli Naba Congolais. Totala mboka. Mboka eza na bitumba. Ba Congolais, basengi biso bayi politique to sangana. Mokonzi ya mboka ba Congolais ba yebisio sangisa mboka. Ozana près de 75%, mais tikali pene pene na yo 25% ba Congolais oyo bayo kaki malamote message. Ya bo sangani. Oza tata ya mboka tala pe bandeko wana. Ubwaka bango na maboko te ya banguna. Tia bango liboso ba Congolais ba mona ke yo pesi bango loboko po bazonga na sima. Ya peuple au peuple à lobby, il faut tozala elongo to sangana poto kende. Quand on a la bonne, ils ont la partage à gâteau. Ils ont la partage à gâteau. Par contre, à gouvernement? Non, pas obligatoirement. Président de la République a la majorité. Koye bisabatu que Bopoli, to bovota kingate menaza mokonzi na bino, na ko protéger bino, soki bolingi to solo la, boebinda kunanga isike zalaka, ekoza l'image à malamu. Okanisi que soki lobby ba Congolais ba moni Martin Fayulu la kota la président de la République, to akena prestation de serment, ekopé sa message à malamu te na batu oyo bazo bunda na est contre banguna, baromona que bino pe bolakisi que ozana sima na bango bokanisi soki Moïse Katumbi azui ye motaba jet akiti awa na Kinshasa akena ndako papa mokonzi pour dire o ezana sima na biso ezana sima na biso nga naza candidat ya 2028 o na sepela kité mais mboka ezana bitumba na boyi kozala moko ya batu oyo baza po na sécession katangaise alors que c'est so katangaise et ko rejoindre makambo Kivu et ko boma mboka tobebisa héritage nandimi na ekopesa yombote melingite koloba que naza ko accepter ko sala na yo na ekopesa yombote neti moko ya ba Congolais oya lobi kimia ezala etikali 5 ans kaka na kozonga okanisi soka lobi bongo ekozala malamu te. Non, les Congolais veulent le rassemblement, les Congolais veulent l'unité, les Congolais veulent avoir une nation prennent en priorité la problématique de la guerre, sans oublier les questions de développement. Et c'est ça le message que les dirigeants doivent recevoir, et chacun de nous doit faire preuve de renoncement, de désintéressement, et n'agir que dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne année et nos voeux de succès dans vos entreprises. Et à vous autant. Première émission. Merci bien. Première émission chez nous. On espère bien que ce ne sera pas la dernière. Que de temps en temps, quand on aura besoin d'avoir le fond de vos pensées sur la marche du pays, on espère que vos portes nous seront toujours ouvertes. Ce sera avec honneur et plaisir. Merci également à vous qui avez pris le temps de suivre, on espère bien, avec délectation cet entretien exclusif tourné à ma campagne à la concession Kambinga. Ça a été un plaisir pour nous de vous produire cette émission. On espère bien que vous avez aimé et pris note. Continuez à vous abonner sur notre chaîne, partagez des extraits comme vous le faites si bien. Et nous, on vous retrouve ce soir pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut.